Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Un camp ravagé par les flammes, 13 000 personnes, dont 4 000 mineurs qui se retrouvent sans abri, sans eau, sans soins. Vous avez certainement vu ces images du camp de Moria sur l'île de Lesbos en Grèce, presque entièrement détruit par un incendie début septembre. Ces images ont provoqué un électrochoc et nous ont rappelé à nous, mais aussi aux dirigeants européens, qu'on laissait des personnes vivre depuis des années dans des conditions inhumaines, entassées dans des containers aux portes de l'Europe. Ça a également révélé au grand jour les conséquences de l'absence d'une vraie politique européenne en matière d'asile et de migration. Et cette semaine, la Commission européenne a réagi et a présenté sa proposition de nouveau pacte migratoire européen. Fini le règlement de Dublin. C'est en tout cas ce qui est annoncé. On analyse tout ça dans notre émission ce soir. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Et pour revenir justement sur ce nouveau pacte migratoire européen, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Philippe de Breukers. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit à l'ULB, spécialisé dans le droit de l'immigration et de l'asile. Vous coordonnez le réseau académique Odysseus, qui travaille donc sur cette politique d'asile européenne. Et vous êtes l'un des auteurs d'une proposition de réforme de la politique européenne d'asile et de migration, un projet qui s'appelait de Tampere 20 à Tampere 2.0, qui avait été présenté en décembre dernier sous la présidence finlandaise. Et alors, par téléphone, nous écouterons le témoignage de Sophie Godefroy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc l'une des coordinatrices de la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés SB Terre d'accueil. Vous hébergez des migrants depuis plusieurs années et vous nous raconterez les situations ubuesques, j'ai envie de dire, parfois dans lesquelles se retrouvent les migrants à cause de ce règlement de Dublin. Alors Philippe de Breukers, le règlement de Dublin qui régit la politique européenne en matière d'immigration et d'asile, il date de 2013 dans sa version actuelle, mais finalement le principe de base, lui, il existe depuis plus ou moins 20 ans. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler justement ce principe de base ? Le principe de base du règlement Dublin, tel qu'il s'applique dans la pratique, revient à ce que l'État dit de première entrée dans l'Union européenne assume la responsabilité pour l'examen d'une demande d'asile. Pour prendre un exemple concret, imaginons qu'un demandeur d'asile arrive dans l'Union européenne par la Grèce et puis se rende en Allemagne, où il sollicite l'asile. L'Allemagne pourra alors le transférer vers la Grèce parce que la Grèce est l'État responsable puisque c'est l'État de première entrée dans l'Union européenne. Et c'est clair que ce règlement, il pose problème aujourd'hui, mais ça fait des années en fait qu'il est dénoncé parce que ça renvoie toute la charge au pays d'entrée, donc à la Grèce, à l'Italie, à Malte aussi. Alors, ce règlement a dysfonctionné à peu près depuis le début. C'est un règlement qui a été très difficile à appliquer pour diverses raisons. D'un point de vue théorique, il reporte effectivement la charge sur les États qui sont localisés aux frontières extérieures de l'Union européenne. Pour l'instant, c'est donc les États du Sud, l'Italie, la Grèce. On pourrait imaginer que demain, ce soit les États de l'Est comme la Roumanie ou la Bulgarie. Ceci étant dit, il faut être nuancé parce que cette charge reportée sur les États de première entrée a été longtemps théorique pour la raison que ces États n'appliquaient pas le règlement Dublin et que de manière un peu hypocrite, tout le monde dans l'Union européenne fermait les yeux. Les Italiens n'empêchaient pas les personnes de passer, les personnes passaient et se rendaient par exemple en Allemagne, et les Allemands savaient pertinemment bien que ces personnes étaient passées par l'Italie, mais soit fermaient les yeux, soit n'en rapportaient pas la preuve. Donc c'est un règlement extrêmement curieux, dysfonctionnel sur le plan pratique, mais dysfonctionnel également sur le plan théorique. Oui, depuis la crise migratoire, on va dire vraiment la grosse crise de 2015-2016, là, on a demandé finalement aux pays d'accueil de vraiment respecter ce règlement et ce qui pose problème depuis lors du coup. Alors c'est exactement ça. La crise de 2015-2016 a joué le rôle de révélateur. Et les flux migratoires qu'on tolérait auparavant, aujourd'hui, sont montrés du doigt. Donc aujourd'hui, il y a effectivement, et on le retrouve dans le nouveau pacte proposé par la Commission européenne, une volonté de faire appliquer ce règlement Dublin par les États de première entrée, ce qui, à ce moment-là, évidemment, leur posera véritablement problème. Oui, on va revenir sur le fait que, justement, la Commission a annoncé qu'on mettait fin à ce règlement de Dublin et qu'on a l'impression, avec les annonces, que finalement, ce règlement sera toujours bel et bien en cours. Mais avant de revenir là-dessus, je voulais vous donner la parole, Sophie Godefroy, parce que vous qui rencontrez des migrants quasi quotidiennement,
Est-ce que vous pouvez nous donner vraiment des exemples concrets, des conséquences très concrètes sur le parcours de vie de ces migrants de ce règlement de Dublin ? Oui, donc de fait, quand ils arrivent par le pays d'entrée, ils vont être assez souvent stationnés pendant des mois, voire des années, dans des camps comme celui de Moria, sans avoir même d'informations sur le sort qui leur sera réservé. Certains arrivent quand même à ne pas rester dans ces camps et dans ces dispositifs-là, à transiter à travers l'Europe, soit en recherchant à aller vers un pays dans lequel ils ont déjà de la famille, des connaissances ou dont ils connaissent la langue. Donc c'est vraiment avec un souhait d'aller vers ce qu'ils connaissent ou ce pour lequel ils ont reçu des informations qui sont souvent très erronées. Donc tout ça prend souvent des années. Donc ils vont arriver dans un pays, comme vous venez juste de le dire, ils vont arriver dans un pays, ils vont faire une demande d'asile s'ils souhaitent rester dans ce pays-là. Et ce pays-là va d'abord voir avec le pays d'entrée si ce pays d'entrée, entre guillemets, les récupère. C'est un peu comme ça que c'est vécu de leur point de vue. Donc c'est les envoyer dans un pays qu'ils ont cherché eux à quitter. Donc on voit des situations un peu effectivement absurdes du genre, par exemple, j'ai l'exemple en tête d'un père de famille qui en fait a été arrêté, a été mis en centre fermé pendant des semaines, puis on l'a dubliné, parce que c'est le vocable qu'on utilise, vers l'Italie qui, en fait, où il a été remis dehors, entre guillemets. Donc, on lui a dit après quelques jours, on te laisse repartir. Il est reparti, littéralement. Il m'a téléphoné, il m'a dit, ne t'inquiète pas de stress, je serai là dans quelques jours. De fait, une semaine après, il était de retour. Donc, on a des situations avec des gens qui voyagent, qui sont amenés à tourner entre différents pays d'Europe en recherche d'une solution ou en essayant d'atteindre un pays qu'ils ont dans leur tête, dans leurs rêves, dans leurs espoirs. Et pendant ce temps-là, ils perdent un temps fou, ils s'épuisent avec des systèmes qui derrière sont extrêmement coûteux aussi, parce qu'il faut le dire, passer quelques semaines en centre fermé, c'est coûteux pour le migrant mentalement, mais pour la collectivité publique, c'est quand même de l'argent public qui est dépensé absolument pour rien. Donc voilà, nous on voit tout ça, on voit des vraies détresses derrière ça, parce que au-delà des tortures physiques et de l'incertitude et de voyager, on dit toujours il faut être désespéré pour fuir comme ça, mais il faut aussi avoir son lot d'espoir. Et au final, tout ça épuise terriblement mentalement des gens qui à la base n'ont qu'une envie et qu'une velléité, c'est celle de trouver une vie. C'est vraiment ça. Oui, et c'est clair qu'on a l'impression qu'il y a effectivement ce jeu du chat et de la souris qui s'installe à un moment. Philippe de Breukers, quand on entend ça, on se dit effectivement souvent les migrants, ils arrivent, ils sont souvent en objectif, ils ont envie d'aller dans un pays particulier où ils ont des attaches de la famille, en espoir de travail. Laisser les demandeurs d'asile choisir leur pays d'accueil, ça faisait partie des propositions que vous aviez formulées, vous, avec d'autres universitaires et que vous aviez présenté en décembre dernier devant un panel de députés européens notamment. Et vous disiez, donc laisser choisir leur pays d'accueil, c'est le système le plus simple et le plus efficace. Alors, pourquoi est-ce que finalement ça ne marche pas ? Enfin, pourquoi est-ce que c'est pas ça qui a été choisi, Philippe de Breukers ? Alors, c'est effectivement, ça n'a pas été choisi, et contrairement à ce que la Commission européenne passe comme message, le règlement Dublin n'est pas du tout abrogé. Le règlement Dublin subsiste, simplement il sera accompagné d'un volet solidarité dont on aura certainement l'occasion de reparler. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas adopté un autre système comme celui que nous avions envisagé, c'est-à-dire le libre choix des demandeurs d'asile ? Mais parce que si on avait décidé d'abroger Dublin, on aurait forcément lancé une discussion sur par quoi remplacer Dublin. Et ça aurait été extrêmement compliqué. Les États membres n'auraient certainement pas accepté un système de libre choix des demandeurs d'asile. Ça c'eût été pour eux, en tant que tel, en tout cas, inacceptable. Par ailleurs, il faut aussi admettre que ce système, et nous avions proposé un système plus nuancé, ce système doit être accompagné par un certain nombre d'autres mécanismes, parce que sinon, on aura un autre type de problème, c'est-à-dire que beaucoup de demandeurs d'asile voudront se rendre en Allemagne et que c'est l'Allemagne qui, à ce moment-là, supportera une charge inéquitable. Donc, ce système-là, en tant que tel, ne peut pas fonctionner seul. Il faut d'autres critères complémentaires pour essayer de parvenir à une répartition plus harmonieuse. Mais il est évident que, au plus le système épouse les attentes et les espoirs des demandeurs d'asile, au plus
il pourra mieux fonctionner dans la pratique. Et malheureusement, ce n'est pas ce qu'on voit. Oui, et on voit effectivement que dans ce cas... Oui, Sophie Godefroy, vous vouliez réagir ? Oui, parce qu'en fait, au-delà des désirs et des espoirs, il y a quand même une question fondamentale que l'Europe n'a pas l'air de se poser, c'est celle des besoins. De trouver un équilibre en termes de besoins. On ne se pose pas la question de dire on a des humains qui sont en face de nous, ils ont des besoins fondamentaux, des besoins de base. Si on commençait par y répondre correctement, parce qu'il faut quand même se rendre compte que Dublin, ça a généré Moria. Moria, c'est quoi ? C'est une zone de non-droit. Donc, je pense qu'il faut être bien conscient que dans le camp de Moria, il y avait un système de tri qui était un tri préalable, en fait, à la procédure légale de demande d'asile. Donc, derrière ça, quelles sont les voies de recours pour les migrants ? Comment peuvent-ils faire entendre par un juge indépendant leur voix ? En fait, quelque part, ce sont des fondamentaux des États de droit. Donc, on est dans une Europe qui parle de solidarité en utilisant ce terme, mais peut-être qu'on y reviendra de manière absolument abjecte. Et de l'autre côté, on a cette impression qu'en fait, on essaye de donner des bouts de réponse à des États qui sont relativement extrêmes, parce qu'attention que dans les propositions qui ont été formulées hier par la Commission européenne, on retrouve quand même des choses que quelqu'un comme Viktor Orban défend depuis des années. C'est relativement grave. On va vers ça plutôt que de se poser la question en termes d'humanité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre aux besoins de gens qui sont dans une détresse absolue ? On ne répond pas à ça. C'est pas ça qu'on cherche à faire. On ne cherche pas à résoudre quoi que ce soit. On cherche juste à faire croire qu'on va apporter une solution. Et ça, pour moi, c'est grave. On se trompe complètement en évitant le débat. On est en train de broyer des vies humaines. Donc oui, ça me fait un peu réagir, un peu peut-être trop avec les tripes, parce que je vois ces gens, je vois leur vrai visage. Oui, c'est clair que vous avez des visages, évidemment, vous avez des visages devant les yeux et pas des chiffres. Alors, j'ai quand même envie de revenir sur cette proposition de la Commission européenne. Donc, elle a proposé toute une série de choses. Et alors, c'est vrai qu'il y a un des points qui a interpellé, c'est le fait qu'on a l'impression que ce système à la grecque de pré-tri, donc on envisage un premier tri, comme c'est déjà fait un peu pour le moment en Grèce. Ça, Philippe de Breukers, c'est une nouveauté et c'est présenté comme quelque chose qui va permettre d'aller plus vite, de donner une réponse plus rapidement aux demandeurs d'asile. Mais est-ce qu'en termes de droit, ça ne risque pas de poser problème de respect des droits ? Alors, ce n'est pas vraiment un élément nouveau, parce que tout le but du système que nous connaissons actuellement est de faire un tri entre les demandeurs d'asile qui ont droit à une protection et à qui nous sommes prêts à donner cette protection, et les migrants qui ne sont pas des migrants forcés, ou en tout cas d'un point de vue juridique, à propos desquels on se réserve le droit de les renvoyer dans leur pays d'origine si on estime ne pas avoir besoin ou ne pas vouloir d'eux en Europe. Donc, le tri n'est pas nouveau. Simplement, ce qui est nouveau, c'est que la Commission européenne propose de procéder plus systématiquement à ce tri aux frontières de l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle les procédures frontières, pour ce qui concerne la politique d'asile d'un côté, pour ce qui concerne la politique de retour des migrants en séjour irrégulier de l'autre. Et c'est donc cela, la nouveauté, l'espoir que ces procédures pourront se faire plus rapidement, plus aisément aux frontières, ce qui reste à voir, parce que il n'est pas du tout certain, si on ne met pas les moyens nécessaires, que ces procédures fonctionneront. Et l'exemple, évidemment, du camp de Mouria est un très bon exemple de dysfonctionnement de la politique d'asile sous la responsabilité de la Grèce. La Grèce étant absolument incapable, dans un délai raisonnable, de traiter les demandes des personnes concernées. Et alors, par contre, là où il y a une nouveauté, où on peut peut-être y voir des éléments positifs, c'est sur justement cette question de solidarité. Alors aujourd'hui, ce qui a été présenté, c'est une solidarité obligatoire entre pays, mais une solidarité à la carte, où finalement, chacun est censé pouvoir adopter un peu ce qu'il arrange, soit accueillir des migrants, soit parrainer des retours, soit donner des moyens financiers et humain au pays d'accueil. C'est ça, Philippe de Breukers ? Alors effectivement, vous avez très bien décrit
le volet solidarité qui vient compléter le règlement Dublin. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que depuis le départ, le règlement Dublin est une norme qui attribue une responsabilité aux États de première entrée, mais il n'y avait pas peu de mécanismes de solidarité vis-à-vis de ces pays qui, de par la conséquence, pouvaient se trouver face à des situations qu'ils ne pouvaient pas gérer en raison d'un très grand nombre de personnes. Effectivement, donc la solidarité est obligatoire. C'est une solidarité effectivement à la carte, dite flexible, mais ça c'est vraiment un pas en avant qu'il faut saluer. On attendait ce volet solidarité depuis très longtemps, la Commission européenne l'avait ignoré, les États membres ne voulaient pas en entendre parler. Pour la première fois, on a sur la table une proposition structurée, détaillée et précise pour mettre en œuvre un mécanisme de solidarité. Reste à voir évidemment si cela ne fonctionnera et bien entendu, cela ne va pas résoudre les difficultés liées au règlement de Dublin, puisque le règlement de Dublin persiste en tant que tel. C'est ça. Et je sais que vous, Sophie Godefroy, le mot solidarité, vous me disiez hier quand on discutait un petit peu de ces propositions, ce mot solidarité vous énerve dans le chef de la Commission européenne. Oui, assez fort, parce que de fait, pour nous, la solidarité, pour moi, la solidarité ne peut pas être déconnectée d'une certaine forme d'humanité. Or là, on entend parler de retour, d'encouragement au retour. Déjà dans la pratique, je fais une petite parenthèse, mais déjà dans la pratique, les retours, il faut encore savoir que toute une série de retours ne sont juste même pas possibles. Donc ils laissent des gens en déshérence parce qu'on ne sait pas exactement d'où ils viennent, donc on ne sait pas exactement où les renvoyer. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui, très pratiquement, pour les personnes qui se retrouvent dans cette situation-là, est absolument épouvantable. Donc il faut s'en rendre compte. Donc après, derrière ça, de nouveau, on parle de solidarité pour les retours avant même de parler d'accueil. Donc de considérer les gens comme des humains. On va les stocker, désolé des mots, mais c'est ça, on va stocker les gens dans des camps en attendant de les trier, puis pour éventuellement les renvoyer. Je ne sais pas si derrière ça, il y a une conscience, en tout cas il ne transparaît pas dans les textes, la conscience par les dirigeants européens, les membres de la Commission européenne, n'ont pas l'air d'avoir conscience qu'on est en train de parler d'êtres humains. Donc en pratique, je crois que tout ça va contribuer certainement pas à une vraie solidarité ancrée dans l'humanité, oui, peut-être à une solidarité technique et numéraire, un peu comme on a vu une clé de répartition qui a pu conduire à un moment donné Maggie de Bloch à dire on accueille 12 MENA suite à l'incendie du camp de Moria. Ce sont des aberrations. Allez, objectivement, si on a des citoyens prêts à donner un coup de main pour accueillir des gens, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, on a eu toute une série de citoyens solidaires qui ont dit écoutez, nous on veut bien accueillir plus de gens, donc ne vous arrêtez pas à 12. Et donc le mot solidarité utilisé dans un contexte où on n'entend que parler de retour et pas parler d'accueil, ou si peu parler d'accueil, je suis désolée, mais c'est galvaudé ce mot-là. C'est pas... Ça ne correspond pas à un ancrage dans l'humanité. Voilà. Mais alors, on voit au niveau des associations, il y a des réactions quand même très négatives par rapport à ces propositions, mais de la part de chercheurs aussi, et vous-même, vous dites qu'il n'y a pas vraiment de modification du principe de base de Dublin. On voit que des députés européens aussi ont été très critiques. Alors, je voulais juste citer par exemple Guy Verhofstadt, député européen, qui disait l'Union européenne a externalisé sa politique migratoire à la Turquie, on a payé le prix géopolitique, nous ne pouvons pas fonder nos politiques sur l'extrémisme hongrois et polonais. Malheureusement, c'est ce que fait la Commission. Pour vous, Philippe de Broecker, est-ce que effectivement les propositions, même si vous pointez certains éléments positifs au niveau de la solidarité, est-ce que pour vous, on a trop écouté les pays tels que la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, qui sont très très fermés sur les questions migratoires? Non. Je crois que les propos de Guy Verhofstadt sont exacts pour ce qui est de l'externalisation de la politique, parce qu'on a effectivement trouvé une solution qui est celle de retenir les demandeurs d'asile et les étrangers potentiellement en séjour illégal dans l'Union européenne dans les pays de transit. La Turquie, par exemple, mais aussi la Libye. Et on collabore avec ces pays en leur offrant une aide financière en échange d'une politique qui consiste pour eux à retenir sur leur territoire les personnes qui veulent se diriger vers l'Union européenne. Par contre,
Le second point que Guy Verhofstadt adopte en disant qu'au fond on s'est basé sur les politiques les plus extrémistes est inexact. Il y a un très large consensus européen sur le fait qu'il faut accueillir les personnes qui ont besoin de protection et que par contre les personnes qui n'ont pas besoin de protection sont dans une situation où ils sollicitent une faveur qu'on peut leur refuser et les retourner dans leur pays d'origine. Donc c'est vraiment une exagération de la part de Guy Verhofstadt, assez curieuse d'ailleurs, parce que son groupe politique lui-même partage le consensus européen. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a un alignement sur les positions les plus extrêmes. C'est vrai qu'il y a une priorité qui est accordée au retour dans leur pays d'origine ou dans les pays même éventuellement de transit des migrants. Mais ça fait partie d'un consensus européen qui existait avant la présentation du pacte et qui continuera à exister dans l'avenir. Oui, mais ça veut dire quand même que cette proposition qui a été faite, elle doit être acceptée par tous les pays. Est-ce que vous pensez que les pays comme la Hongrie, par exemple, sont prêts à accepter la proposition faite cette semaine par la Commission ? Alors je crois que la proposition de la Commission est assez équilibrée et elle vise à établir une solidarité. Alors là, pour être clair par rapport à ce qu'on a entendu tout à l'heure, ce n'est pas une solidarité envers les migrants, c'est une solidarité entre États membres pour essayer de répartir le plus harmonieusement possible les personnes qui arrivent dans l'Union européenne. Donc, est-ce que la proposition de la Commission est acceptable ? La Commission a prévu une solidarité obligatoire, ça c'est un élément extrêmement important, mais à la carte. Ce sont effectivement donc la possibilité pour les États membres de montrer leur solidarité vis-à-vis d'un autre État membre, soit en acceptant sur leur territoire un demandeur d'asile, et on dit qu'il sera dans ce cas-là relocalisé, mais soit éventuellement en aidant cet autre État membre à réaliser des retours vers les pays d'origine des migrants, soit encore en faisant preuve de solidarité en termes d'aide matérielle, d'aide fonctionnelle. Donc il y a là un volet plus large. La relocalisation était inacceptable pour les pays du groupe V4, le groupe de Visegrad. Je pense que le mécanisme qui est proposé aujourd'hui pour eux sera beaucoup plus acceptable. Ceci étant dit, il restera toujours à la fin un problème parce qu'un certain nombre de personnes devront être relocalisées. La proposition de la Commission revient à dire que au terme du processus, s'il n'y a pas suffisamment de places de relocalisation qui sont offertes, la Commission elle-même, par un acte d'exécution en droit européen, les distribuera entre les États membres. Donc la relocalisation obligatoire, elle réapparaît néanmoins à la fin du processus. Ça, il faudra voir si c'est considéré comme acceptable ou pas. Par contre, il n'y a pas de remise en cause, donc, comme vous le disiez, des accords qui ont été conclus avec la Turquie et la Libye. Or, on sait que ces accords avec ces pays tiers, ils posent clairement des questions morales, des questions politiques. Et alors, disons que la Turquie, on peut encore émettre un doute sur le fait que c'est un pays sûr ou non pour les demandeurs d'asile. Mais en tout cas, la Libye, là, je pense que la question ne se pose même pas. On le sait, ce n'est pas un pays sûr. Et l'Union européenne continue ces accords. Elle ne les remet pas en cause. Alors, clairement non. C'est d'ailleurs un élément qui dans le pacte, n'est pas mis en avant, alors que c'est pourtant la solution que l'Union européenne a trouvée et la solution que l'Union européenne espère continuer à appliquer dans le cas de la Turquie et dans le cas de la Libye. Alors, comme vous le dites, on peut discuter la question de savoir si la Turquie est un pays sûr. Ce n'est évidemment pas le cas pour la Libye, où je pense qu'à peu près tout le monde sera d'accord pour dire que c'est un pays non sûr. Et pourtant, on continue à collaborer avec les gardes-côtes libyens qui empêchent au fond les migrants de quitter le territoire libyen par la mer. Et la volonté de la Commission Union européenne et de l'ensemble d'ailleurs des États dans l'Union européenne ou de beaucoup d'États est de dupliquer ce système avec éventuellement d'autres États de transit à qui on va demander exactement de faire la même chose. Donc au fond l'essentiel de la politique
qu'on applique et qu'on veut appliquer et qui est efficace. Alors, je ne dis pas effectivement que c'est moral, que c'est conforme au droit, mais on ne peut pas nier que ce soit efficace en termes de diminution des flux. Mais au fond, ce volet-là de la politique, il est un peu caché dans le pacte, il est abordé à la fin, alors que c'est l'axe essentiel de l'Union européenne. Oui, finalement. Et ça, j'imagine que vous, Sophie de Gauffroy, pour vous qui côtoyez ces migrants qui ont été certes souvent très abîmés par leur passage en Libye, c'est dur à entendre. Oui, c'est dur à entendre parce que, de nouveau, c'est pour moi, c'est d'une hypocrisie crasse la manière dont on communique par rapport à l'Europe, par rapport à tout ce pacte. Parce que finalement, on va en dupliquant des situations comme celle du camp de Moria, comme en continuant de financer, d'envoyer des fonds européens dans des dictatures. Comment on peut tenir cette attitude-là, tenir ce discours-là, et dans le même temps dire nous sommes le continent des droits humains. C'est complètement aberrant. Je veux dire, on est en train de créer pas de créer, mais de renforcer des systèmes qui permettent quelque part de refuser ce qui est quand même un droit reconnu à travers la Convention de Genève, celui de demander l'asile. Ce droit d'asile est de plus en plus difficile à pouvoir revendiquer pour des gens qui sont dans des situations d'extrême vulnérabilité. Et plutôt que de dire on va renforcer l'accès à ce droit, on renforce des dictatures en disant tenez ça loin de nous, tenez ces migrants loin de nous, tenez ces humains loin de nous, comme ça, on n'a pas à s'en tracasser. C'est pas nous qui ne sommes pas respectueux des droits humains, c'est pas nous, c'est eux. Mais en même temps, on finance ça. Je veux dire, à un moment, c'est complètement hypocrite. Et ces attitudes hypocrites, à bien des égards, dans l'application de Dublin et de toute une série de ses conséquences, et dans les applications concrètes, pratiques qu'on peut imaginer qui vont découler de ce nouveau, entre guillemets, pacte européen, elles sont plus qu'inquiétantes en termes de respect des droits humains. Elles sont terriblement inquiétantes, oui. Et c'est terriblement hypocrite. J'ai pas peur d'utiliser ce mot-là. C'est d'une hypocrisie pas possible. Alors, Sophie Godefroy, on arrive déjà à la fin de l'émission, mais je voulais quand même revenir aussi sur l'automne, sur l'hiver qui va bientôt arriver. Comment est-ce que vous gérez la situation, vous, au niveau des hébergements, en sachant qu'avec la crise sanitaire, les hébergements en famille ont diminué, évidemment. Donc, juste en une minute. Donc, ce qu'on essaye de faire dans différents endroits, c'est de débloquer des partenariats avec les autorités locales, parce que c'est en fait encore les communes qui sont directement impactées par la situation migratoire. Et donc, dans le but d'obtenir en fait soit des mises à disposition de locaux, soit un soutien, ça peut être un soutien financier à l'hébergement, etc., dans des structures privées. Et donc, pour simplement sortir le plus de migrants sans abri possible de la rue, des talus de l'autoroute, et pouvoir au minimum leur offrir un repas, une douche, un lit pour la nuit, un peu de chaleur, quoi. Voilà, c'est ça qu'on essaye d'organiser pour l'instant, et on a de chouettes partenariats qui se dessinent ou qui sont déjà concrétisés avec des communes dans différents endroits de Wallonie. Voilà, donc il y a quand même un soutien qui s'organise et qui s'adapte effectivement à la crise sanitaire. Ouais. Quand les autorités arrivent à aller voir en vrai ce que ça veut dire être migrant, ce qu'est la migration, donc pas faire comme Charles Michel un tour en hélico au-dessus du camp, mais vraiment d'aller les rencontrer, d'aller les voir en général. Les autorités se rendent bien compte de l'inhumanité de la situation et décident d'agir pour un peu plus d'accueil. Voilà. Philippe de Breukers, juste pour terminer, ce pacte qui a été proposé cette semaine, quelle est la suite finalement? Quand est-ce qu'il pourra être adopté? Est-ce que vous pensez, quand est-ce qu'il pourra avoir finalement des effets sur le terrain? Alors, ça va être un processus extrêmement long. On peut maintenant s'attendre à ce que sur base de la communication de la Commission européenne, on prépare des conclusions du Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement qui vont eux-mêmes alors tracer les lignes politiques qu'ils pensent être adéquates et qui ne seront pas nécessairement celles de la Commission. Et puis, une fois qu'on aura défini les grands axes de la politique par les États membres, il faudra que les propositions législatives de la Commission soient discutées par le Parlement européen et le Conseil des ministres, donc le législateur européen, et c'est un processus qui prend en général au minimum 2 à 3 années. Et après ça, il faut encore passer dans la phase pratique d'application de ces nouvelles normes et éventuellement transposition des directives européennes. Donc on parle ici
d'un délai qui peut aller jusqu'à 5 ans, voire même plus. Oui, c'est ce qui paraît quand même assez long dans le parcours de vie d'un migrant et c'est clair que on a l'impression qu'au niveau de l'urgence, on y répond assez peu, en tout cas dans les réponses qui sont apportées aujourd'hui. Alors, je vous remercie tous les deux. C'était intéressant d'avoir ces deux points de vue, un plus dans l'analyse et l'autre plus reflet du terrain pour mettre un visage sur ces migrants dont on parle finalement. Sophie Godefroy, je rappelle que vous êtes coordinatrice de la plateforme de soutien aux réfugiés SB Terre d'accueil et que vous cherchez toujours des soutiens si certains de nos auditeurs sont intéressés. Et alors, merci à vous, Philippe de Breuker, professeur de droit à l'ULB, spécialisé dans le droit de l'immigration et de l'asile. Belle soirée à tous et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.